say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invité du jour est une figure du combat social à Rennes. Portrait ce matin de Fabrice Lerestif. Bonjour, secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière en Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va tenter de découvrir aussi l'homme qui se cache derrière les slogans et pancartes. Pour nous y aider, à vos côtés, Jacques Talec. Bonjour, vous militez avec Fabrice. Bonjour, à FO depuis quelques années. Et puis on avait deux petits clins d'œil histoire à vous faire avec Erwan Le Gall de l'association Bretagne Culture et Diversité et Didier Hervé de l'association Les Amis de Christon. Bonjour à tous les quatre. Alors Fabrice Lerestif, vous êtes un Bretilien pur jus, je dirais même rennais pur jus. Vous avez toujours vécu à Rennes. Vous n'avez jamais eu envie de partir vers d'autres contrées au large? Ça, c'est les hasards de la vie. C'est les hasards de la vie. On est né par hasard. Hein. J'aime bien cette chanson de Maxime Le Forestier. Et après, on peut choisir de rester calme. Bon, il se trouve que là, effectivement, l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne en général, par les faits de l'amitié, des hasards de la vie, du travail aussi, mon engagement, ont fait que j'ai choisi de rester. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans cette vie rennaise? Alors, c'est au-delà de la vie rennaise, je suis de moins en moins urbain, moi, je l'avoue. Hein, je l'avoue. J'ai été très urbain, je le suis moins maintenant, sans doute. Mais ça, c'est aussi l'évolution dans la vie. Hein. Ce que j'aime bien, moi, en Bretagne, je vais dire des banalités, sans doute, c'est à la fois, moi, ma proximité avec la forêt de Brocéliande, maintenant. Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Et puis aussi, la proximité de la mer, qui a toujours été pour moi, c'est les grands espaces. C'est une forme de liberté, en tout cas. Ouais. Moi qui ne suis pas marin, qui la regarde, c'est une forme de liberté. Mais... il y a bien d'autres endroits dans le monde et en France que j'apprécie aussi beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice Lerestif, qui ne vont par exemple jamais en manif, c'est qui Fabrice Lerestif? Comment on le définit? C'est peut-être pas à moi de le dire, mais je suis un militant. Voilà, je suis militant depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, j'essaye de faire avancer des idées. J'essaye d'être sincère avec mes engagements. Et mon but, d'une certaine manière, c'est la justice sociale. C'est ça qui me motive, c'est ça, véritablement, qui est à la base de mon engagement. Alors, on vous voit là en manifestation, parlant haut et fort dans un micro. Alors, il paraît que vous étiez un grand timide quand vous étiez jeune. On a du mal à l'imaginer quand on voit ces images où voilà, vous emmenez les foules aussi pendant les cortèges en manifestation. Oui, voilà, mais ça aussi, le syndicalisme, c'est une école. C'est une école à la fois de l'humilité, de la modestie, mais c'est une école de vie. Donc c'est vrai que moi, si mes parents étaient encore là pour le dire, ils pourraient en attester, j'étais un enfant réservé. Et puis j'ai appris à parler, pas tellement par plaisir, mais parce que ça avait une utilité. Et puis, alors, maintenant, je ne dis pas que ça me déplaît, c'est une certitude, mais c'est surtout l'utilité d'être avec les autres et de pouvoir porter quelque chose. Le jour où je sentirai que je porte moins, j'abandonnerai mon mandat tout en restant engagé. Je crois que c'est ça l'idée. Jacques Talec, il est comment, Fabrice Lerestif, en manif? Il est, comme dans la vie de tous les jours, déterminé. Ouais. Déterminé, et ça, je crois que c'est ça, c'est cette force qu'il réussit à faire partager aux autres. Ouais. Et c'est et puis la droiture, bien sûr, mais ça, c'est un trait de caractère de Fabrice qui n'a jamais été démenti. Et quel est le souvenir de votre première manif? Vous vous en souvenez? C'était où et c'était quand? Écoutez, c'est un souvenir de 1er mai. C'est un souvenir de 1er mai, j'avais 16 ans. Donc je ne vais pas donner la date. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé. J'ai rien à cacher, je viens d'avoir 60 ans, donc j'ai un petit peu de recul. Et donc j'avais vu, je n'étais pas engagé véritablement, mais j'avais vu cette foule. Et puis à l'époque, on pouvait manifester dans les rues de Rennes et ailleurs sans souci. Il y avait un aspect familial, il y avait un aspect fête qui a toujours été lié aussi au syndicalisme et à l'engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de triste, ce n'est pas quelque chose obligatoirement non plus de violent, bien au contraire. C'est quelque chose qui porte un élan, un dynamisme et un espoir. Et ça, je l'ai ressenti. Et depuis, j'ai toujours fait les 1er mai, sauf le 1er mai 2020. Par obligation, puisqu'on nous l'interdisait. Alors, il y a les manifs, il y a aussi la vie à côté. Il paraît que vous êtes aussi sensible à la nature. Qu'est-ce qu'elle vous procure, cette nature, cette forêt dont vous parliez tout à l'heure de Brocéliande? C'est le sentiment un peu, je vais dire, là aussi, sans doute ceux qui m'écouteront diront, mais c'est des portes ouvertes, mais peu importe, c'est l'authenticité, c'est-à-dire qu'on ment pas avec la nature. Et c'est pour ça que je me sens bien dans
plein d'endroits. Ça peut être en montagne aussi, alors pas seulement en Bretagne, mais bien sûr aux quatre coins de la France. Mais dans cette forêt-là, elle m'apporte l'authenticité. Et j'avoue que les hêtres, les chênes, je n'aime pas les chênes. Justement, on a une petite surprise pour vous. On avait choisi de vous faire découvrir ce matin l'association Là-haut qui propose des ateliers pour grimper aux arbres. On va prendre tout de suite la direction de la forêt de Rennes avec Evan. Salut Anne Fantet, ce matin on a eu envie de mettre en avant une belle association qui s'appelle Là-haut. Le but c'est de reconnecter l'humain avec la nature, notamment autour des arbres. Alors vous pourriez croire qu'ils sont un peu perchés, ça tombe bien, ils se définissent comme ça aussi. Régis, tu es salarié de l'association, animateur. Déjà merci, salut et merci de nous accueillir. Salut Evan, bienvenue dans la forêt. Alors est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur les valeurs de votre asso? Les valeurs de l'association Là-haut, forcément tout ce qui est lié à la reconnexion à la nature, la citoyenneté, l'engagement des personnes pour notre planète, la participation citoyenne, la transformation sociale. Donc vous recevez des gens dans la forêt, quel type de public? Alors nous sommes une association d'éducation populaire, donc le premier principe c'est d'accueillir tout le monde, mais en particulier des groupes et en particulier aussi des groupes qui ne seraient pas venus naturellement dans la forêt, donc avec des caractéristiques sociales. Par exemple, des personnes, là on travaille souvent avec des jeunes en situation de décrochage, donc ils sont déscolarisés, ils sont suivis par un organisme de formation qui font de l'insertion. Et du coup on travaille des notions de base, respect des autres, respect de soi-même, l'hygiène, respect des horaires. Et puis l'idée c'est de monter un projet collectif et de leur donner un petit peu envie de faire quelque chose qui a du sens. Et pour ça tu les fais notamment grimper aux arbres, pourquoi? Parce que c'est une pédagogie active, c'est-à-dire qu'on est en action, le corps est en action, on est directement lié aux arbres. Donc là, on a un formidable être et quand ils montent ici, par exemple, ils vont apprendre à connaître les particularités du être, ils vont être connectés aux branches. Avant même de monter, il y a déjà des choses trop bien à faire qu'on va vous faire une petite démo. Tu sais mieux faire que moi. Mais en même temps, est-ce que tu sens que les humains et la nature, il y a une sorte de scission, ou est-ce que, grosso modo, les gens ont quand même conscience que la nature fait partie de notre ADN? Il y a quelque chose... Attends, je vais te monter un peu plus haut. Il y a quelque chose de très occidental. Oula, je peux m'asseoir? Assieds-toi, ouais. On n'est pas bien. Ça tient. Oui. Il y a quelque chose de très occidental dans notre rapport à la nature, c'est-à-dire qu'on différencie l'humain et la nature. Mais il y a beaucoup d'autres civilisations. Donc c'est Philippe Descola, un anthropologue, qui met ça en avant, qui dit, qui explique en fait qu'il y a des peuples qui se sentent faire partie de la nature. Et nous faisons partie de la nature, et la nature et l'humain ne feraient qu'un. Bon, c'est une belle philosophie. Brièvement, ça a un impact hyper fort déjà sur les jeunes que tu reçois ici. Et j'avoue que c'est trop bien déjà. C'est l'arbosanteur. C'est une sensation que l'on n'a pas l'habitude d'avoir. Le fait d'être dans un baudrier attaché avec la corde à la branche. D'écouter la rivière. Voilà, d'écouter la rivière. Il y a cette notion aussi d'appui, tu vois là, d'être tranquille. J'adore. On va rester comme ça et on va vous retrouver dans une poignée de minutes, encore plus détendus que nous ne le sommes déjà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Evan, à tout à l'heure. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous baladez régulièrement en forêt de Brocéliande. Pourquoi les arbres vous fascinent tant? Parce qu'il y a un aspect solide, c'est la solidité, puis c'est l'enracinement. Alors c'est pas l'enracinement avec toute une série de choses derrière qui ne m'intéressent pas spécialement, mais c'est le côté... Et ce que j'ai appris à découvrir aussi, c'est que les arbres sont solidaires les uns avec les autres, y compris dans des périodes de complexité. Ils essayent d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et je pense que ça aussi, c'est une belle leçon de vie. C'est une résonance pour vous. Et vous dites aussi y respirer, car la vie de syndicaliste, c'est épuisant. Bon, je ne vais pas jouer oh là là, oh là là, oh là là. On l'a choisi, je l'ai choisi. Ouais. Et je pense que quand on travaille à la chaîne dans un certain nombre d'endroits, c'est certainement plus difficile. J'ai pu travailler moi aussi à certains moments de la vie sur des endroits un peu compliqués. Et je mesure tout ça. Mais c'est prenant la vie de syndicaliste. On ne s'arrête pas à 18h, ainsi de suite. Ça peut être le week-end, ça peut être tout le temps. Et puis on est au carrefour, surtout en ce moment, de toutes les anxiétés. Lorsque dans une entreprise on apprend un plan licenciement, c'est tout ça qui nous revient aussi. Et qu'il faut aussi un peu porter avec les camarades et avec les collègues. Justement, ça, je crois que c'est important. Vous connaissez Jacques Tallec depuis
près plus de 20 ans, c'est ça si je dis pas de bêtises. Oui, on dirait plus de 40 ans. Plus de 40 ans, vous êtes tous les deux militants à Force ouvrière. On n'imagine pas, en fait, quand on est extérieur à un syndicat, qu'est-ce qui se passe en dehors des manifestations? Qu'est-ce qui se passe, Jacques Talec, quand vous n'êtes pas en manif? Eh ben, il faut prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est-à-dire des travailleurs, que ce soit les travailleurs sociaux ou les travailleurs dans leur ensemble. C'est-à-dire c'est faire valoir la clinique des limites, la clinique du droit, le droit d'avoir des droits, le droit de toujours penser, de pouvoir penser autrement de ce qui peut être l'injonction du patronal ou de l'employeur, qui peut être en position haute, parfois en toute puissance. Et nous, les syndicalistes, c'est la clinique des limites pour faire valoir la dignité, le respect, la rétribution, la juste rétribution aussi. Donc ce qui veut dire, c'est que vous recevez continuellement des salariés qui ont besoin d'aide, c'est ça? Absolument, les manifestations, c'est qu'un élément, c'est le côté rapport de force, parce qu'à un moment, il faut faire valoir. Quand on n'entend pas de l'autre côté. Mais l'essentiel, 90% de notre temps, c'est être en contact avec les adhérents de tous les secteurs, discuter avec eux, voir leurs problèmes, négocier éventuellement avec l'employeur, et puis écouter beaucoup. On n'est pas des psychologues, mais parfois on a des salariés en très grande souffrance qui viennent nous voir. Et il faut savoir écouter et éventuellement proposer des solutions. C'est ça le boulot au quotidien du syndicat. Et ce sont ces petites victoires aussi qui font du bien et qui font qu'on a envie d'avancer? Bien sûr, parce que pour les autres, on ne va pas se raconter d'histoires, c'est pas toujours facile, c'est le moins qu'on puisse dire. On est souvent sur des bases défensives pour empêcher tel ou tel projet destructeur. On ne gagne pas depuis un certain temps un certain nombre de choses, mais ces petites victoires-là sont extrêmement importantes. Lorsqu'on voit un jeune, un salarié, une salariée qui vient nous dire « vous m'avez redonné la dignité », je recrois en l'action collective, je recrois un petit peu à un idéal d'égalité et de liberté. Et je crois que ça nous fait énormément de bien. On se nourrit de ça, vraiment. Est-ce qu'il faut être rebelle, au fond, pour être un syndicaliste? Il faut être les deux, belle et rebelle. Et Fabrice est une belle et rebelle personne. Et c'est en ce sens que effectivement, Fabrice l'a dit, le syndicalisme, c'est l'école de l'humilité et de la détermination. Et c'est de ça dont on parle, partout et tout le temps. Ce qui humilie le travail, humilie l'intelligence, et ce qui humilie l'intelligence, humilie le travail. Et on retrouve l'estime de soi, l'estime de soi-même. C'est en ça qu'il n'y a pas d'individu pris isolément. L'individu, il existe à travers aussi les autres et à travers les droits collectifs que nous possédons ensemble. Les libertés publiques conquises par le mouvement ouvrier, parfois au prix du sang, parce que les répressions étaient féroces, les manifestations étaient interdites, la liberté de la presse était interdite, la liberté de caricaturer était interdite, la liberté de s'exprimer, de pouvoir se réunir. Et c'est, Donc ce côté rebelle, vous l'avez tous en vous quand vous arrivez dans la permanence? Je crois franchement qu'il faut continuer à l'avoir en permanence. Et donc ça veut dire aussi qu'on est toujours en colère? Oui, en colère d'une certaine manière, mais en tout cas, ne pas supporter l'insupportable, ne pas se résigner. Pour nous, la résignation est un suicide quotidien. Donc on n'est jamais résigné. Bien sûr, parfois c'est compliqué. Bon, comme disait Oscar Wilde, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quelquefois, on est dans cette démarche-là. Alors, il y a un morceau qui vous tient à cœur, c'est ce morceau de Grand Corps Malade, dont le titre c'est « Course contre la honte ». On va écouter les premières secondes et je vous laisserai après nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau. Est-ce que tu as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Je ne fais pas confiance au système. Pourquoi ce morceau vous touche-t-il autant? D'abord, comme toute œuvre artistique, c'est d'abord l'émotion. L'émotion de la voix, de Grand Corps Malade, et puis de Richard Bohringer qui intervient après, ça je crois que c'est important. Puis après, c'est le contenu. Je ne fais pas confiance non plus dans ce système. Je le dis très clairement, je ne suis pas intégré dans ce système au sens où je dis qu'il faudrait juste le verdir un petit peu, donner une petite touche sociale. Je pense qu'il faut effectivement aller vers la justice sociale et que ça ne peut passer que par un combat qui remette l'idée de la répartition des richesses au cœur, effectivement, d'un projet. Comme l'ont fait nos anciens après la Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance et les jours heureux. Ça me tient beaucoup. Donc le système, effectivement, il nous emmène dans le mur. Et ce qu'on essaye, nous, effectivement, c'est d'offrir d'autres perspectives, sans violence, gentiment, tranquillement, avec détermination. Alors je crois aussi que vous, Didier Hervé, vous avez quelque part une fibre syndicaliste. Tout ce que dit là Fabrice Loristif, c'est quelque chose qui vous touche, que vous comprenez?
C'est quelque chose qui résonne aussi à travers un parcours de vie, à travers un parcours militant, un parcours syndical à une certaine période de ma vie également, et puis d'autres engagements après, plus du côté du social. Mais en fait, je suis présent aujourd'hui pour représenter une association qui est l'association dont vous allez nous parler tout à l'heure, parce que Fabrice Le Ristif n'est pas tout à fait au courant de cette petite surprise. Voilà. Vous êtes tous les deux engagés assez jeunes dans le syndicat. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un syndicat plutôt qu'un autre? Ses valeurs. Ouais. D'abord, effectivement, à Force Ouvrière, alors c'est pas ici pour vendre des cartes, je suis pas là pour vendre des cartes d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas ça du tout qui m'anime. Simplement, les valeurs, on pouvait s'y exprimer librement, avec des sensibilités, des idées, des parcours très différents, sans qu'il y ait une hiérarchie. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça, le fédéralisme, le fait que chaque syndicat décide. Il n'y a pas de hiérarchie. Je ne suis pas le patron, moi, de Force Ouvrière. Et quand on veut me taquiner, on dit le patron de FO, effectivement, mais je ne suis pas le patron. Je porte un mandat. Donc ça, c'est ça. Et puis l'idée, une certaine idée de ce qu'est aussi une tendance de Force Ouvrière, c'est-à-dire une idée de combativité, et le fait d'être bien dans ce qui est notre texte, nous fondateurs, la charte d'Amiens, qui dit qu'effectivement, notre objectif, c'est l'émancipation, dans tous ses aspects, pour les femmes et pour les hommes de France et d'ailleurs. Et ce qui vous unit aussi, c'est cet esprit libertaire. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'esprit libertaire? Parce que je crois aussi que Didier Hervé, c'est un petit peu ça... Oui, tout à fait. Même si vous n'avez pas choisi le même syndicat, c'était la CFDT pour vous. Mais... Oui. Qu'est-ce que c'est que l'esprit libertaire pour les gens qui ne connaissent rien? C'est la liberté ne se départit jamais de l'égalité. C'est-à-dire que c'est une dialectique. La liberté ne va pas sans l'égalité économique et sociale. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité économique et sociale sans liberté d'expression, sans liberté de toujours avoir le droit de penser autrement. C'est à l'inverse du discours, j'oppose libertaire à sécuritaire. Je privilégie à l'arrogance des certitudes, je préfère la prudence des inquiétudes et je préfère l'esprit égalitaire et libertaire. D'accord. C'est de ça dont il s'agit. Et effectivement, à contre-courant, c'est-à-dire seuls les poissons morts suivent le courant. Et bien évidemment, nous sommes contre vents et marées, contre le discours sécuritaire. Il est un peu poète, Jacques Tellec, mais... Je vous le confirme. Cet esprit libertaire, qu'est-ce qui revêt pour vous? L'esprit, cet esprit, effectivement, c'est simplement le fait de ne jamais se soumettre. Et c'est ce que dit l'International dans cette chanson de Potier, de Jean Potier. Ni Dieu, ni César, ni tribun. Voilà, c'est ça extrêmement. Je ne me soumets, depuis que je suis jeune, à aucune hiérarchie. J'accepte les règles collectives qu'on définit effectivement ensemble. Et c'est ça qui m'importe beaucoup. D'une certaine manière, c'est un esprit de rébellion. Je voulais vous faire réagir sur cette photo. Cette photo, déjà, racontez-nous où est-ce qu'elle a été prise, dans quel contexte, et qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo, pour vous? Écoutez, on m'a dit qu'au niveau communication, c'était pas bien, mais je m'en fiche complètement. À l'époque, M. Macron était ministre de l'économie, des finances, c'était en novembre 2015. Il vient voir ce qui me dit moi-même être des bons chômeurs, c'est-à-dire des chômeurs qui créent leur entreprise. C'est bien connu, il suffit de créer son entreprise, il n'y a plus de chômage. Et on essaye j'essaye de lui dire 2-3 choses sur son aveuglement, sur plein de points. Et donc voilà, on me dit, il ne faut pas montrer du... Mais à un moment, on ne peut pas simplement être dans la bonhomie, dans la bienveillance. Il y a des coups qui pleuvent sur les salariés, les privés d'emploi. Aujourd'hui, c'est particulièrement... Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été entendu à ce moment-là? Non, mais d'une certaine manière, là, je découvrais M. Macron, mais voilà, il n'entendait pas, mais je pense qu'il n'entend rien. La seule chose qu'il pourrait entendre, mais il faut continuer quand même, malgré tout le dialogue. Voilà, c'est la force collective, et puis après, le dialogue qui naît de cette force collective. Mais d'abord, il faut qu'il nous respecte. Et d'une certaine manière, là, c'était dire respectez-nous. Respectez-nous. Et j'ai cru comprendre qu'après, au moins, il avait admis qu'il y avait une sincérité dans la démarche. Au moins. Après, on va se détendre un tout petit peu. On va aller prendre un bol d'air, direction Torigné-Fouillard, où Eva nous fait découvrir ce matin l'association là-haut. Et ben voilà, on vous avait prévenu que cette association était perchée. Et ben, c'est le premier duplex perché, donc vous êtes formidables. Alors, Régis, pour celles et ceux qui nous rejoignent, toi tu reçois des jeunes dans cette forêt où tu les fais grimper aux arbres. Dans le but aussi, c'est de reprendre confiance en soi et en l'arbre et en la nature. Tout à fait. Là on le voit bien. Evan, tu as réussi à te dépasser. J'ai pleinement confiance. Voilà, la notion de dépassement de soi à son niveau fait vraiment partie des objectifs. Et d'où l'intérêt aussi de passer un peu plus de temps. Parce qu'on voit bien, plus on passe du temps perché, là en arbosanteur,
et ben, plus on arrive à dompter cette peur et voilà. Et à faire des d'être trucs rigolos. hyper à l'aise. Non mais plus sérieusement, moi j'ai le vertige. Quand je suis arrivé, j'ai dit jamais de la vie je monte. Bon là on est à 3 mètres. Hein. Oui, Mais c'est déjà pas mal. En fait, tout le monde peut venir. Tout Oui. le monde peut le faire. oui, ouais. Même les personnes qui sont en situation de handicap, en surpoids, enfin vraiment le physique ne doit pas être un obstacle. Donc on a des systèmes de poulies, de palans. Et en fait, plus il y a de retour dans la poulie, donc ça divise les poids. Et de cette manière-là, on peut monter des personnes. Voilà, la semaine dernière, on a fait monter des personnes en fauteuil roulant ou allongées. Et qu'est-ce que ça leur procure aux gens quand ils se retrouvent comme ça suspendus? Eh ben, un sentiment d'égalité par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'arbre, le fauteuil, on laisse son handicap finalement au sol et on se retrouve perché. Donc il y a quelque chose de lié à l'égalité aussi grâce à cet arbre qui est assez chouette. Et quand tu reçois des jeunes, j'essaye de nager dans le vide, et quand tu reçois des jeunes qui sont... Voilà, on peut collaborer avec son Voilà. partenaire pour bouger. Toc. Quand tu reçois des jeunes qui sont un petit peu en situation de décrochage, Oui. avec d'autres jeunes dans le groupe, tu vois le comportement changer? Ouais, bah oui, carrément. Bah, aussi grâce au temps passé, parce que se déconnecter de la ville, parce qu'il y a beaucoup d'urbains, se déconnecter de l'image que l'on dégage, ça prend du temps. Et oui, il y a plein de belles choses qui se passent dans la forêt, la coopération, la reconnexion à la nature, aux vraies valeurs aussi de la vie. On pleure des fois? Ah oui, alors je vois là où tu veux en venir. Oui, Bah non, on, mais est c'est vrai que c'est- on est face à soi-même et régulièrement, et encore il y a peu de temps, oui, j'ai eu un jeune qui s'est retrouvé en hauteur et qui a lâché en fait, et ça peut prendre la forme de pleurer. Et c'est pas négatif selon moi, c'est un moment de relâchement, on lâche et puis on se retrouve sur des vraies relations, quoi. Comment est-ce qu'on explique que les arbres nous fassent autant de bien? Parce qu'au-delà de monter dans un arbre, oula c'est haut, rien qu'une balade en forêt, c'est déjà hyper ressourçant. Oui, tout à fait. Alors, c'est compliqué à expliquer. Vous avez des auteurs là, comme Herman Cortés qui le dit très bien. Il a passé 3 mois dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi cela me fait du bien, mais cela me fait du bien. Voilà, on est sur une relation sensible avec la forêt, avec les arbres, qui sont des êtres qui étaient là avant nous, qui seront là après nous et qui nous font du bien. Ils sont très respectueux et très respectables. Et voilà. Donc résultat des courses, il ne faut pas hésiter à venir en forêt se promener ou alors évidemment faire une des nombreuses activités ou stages de l'association là-haut. On continue à en parler, mais peut-être seul cette fois-ci. On va voir si on arrive à descendre. On va Ça négocier. À tout à l'heure. Quoique c'est bien. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Alors avant le syndicalisme, vous étiez prof d'histoire, plusieurs années contractuelles en Ille-et-Vilaine. Il y a quelqu'un qui a tenu à vous adresser un petit message, on va regarder. Salut Fabrice. La vie nous a permis de nous rencontrer à plusieurs reprises, chaque fois avec un réel plaisir, jusqu'à sceller entre nous une amitié. Je voulais juste te remercier d'avoir pu partager tes convictions, d'abord d'égalité, de justice, de solidarité, dans un monde d'exploitation et de domination, ton intégrité dans une société gangrénée par la corruption, ta force militante dans une époque de résignation. L'exemple de ton engagement m'a permis de poursuivre ma propre voie avec ma sensibilité. Je sais qu'il nous reste encore du chemin à parcourir ensemble. Chemin au bout duquel la jeunesse aura, on l'espère tous les deux, réussi à déboulonner les idoles du vieux monde. Fabrice Le Restif. Ça me Qui est-ce qu'on vient de voir là? Ah, c'est Jean-Pierre Tertrais. Ouais. Effectivement, on se connaissait déjà, il se trouve dans notre jeunesse, parce qu'on habitait la même rue. Et puis je l'ai retrouvé, lui était prof d'éducation physique, non pas en Ille-et-Vilaine, mais au lycée de Guerre, au collège de Guerre, où j'ai été nommé par les aléas. À l'époque, on disait maître auxiliaire, on pouvait être nommé sur l'ensemble de la région. Et je l'ai fait d'ailleurs, l'ensemble de la région, à part le Finistère. Et Jean-Pierre est un homme et un militant aussi syndical, puisqu'il était à Force ouvrière, mais un militant et un homme d'une droiture, d'une sincérité et d'un engagement exemplaire. Il vous a marqué dans votre parcours? Il m'a marqué aussi parce que ça fait partie de ses plaisirs dans la vie militante. On a parfois des déceptions, et ça doit fonctionner dans les deux sens, bien évidemment, mais parfois ces rencontres ou ces gens qui sont extraordinaires, qui n'attendent rien, qui n'auront rien, aucun privilège, qui ne cherchent pas une rente de situation, qui sont simplement sincères dans tous les actes de leur vie. Et franchement, Jean-Pierre, il incarne ça pour moi. Je vous sens un petit peu ému aussi. Oui, bien sûr, parce que Jean-Pierre, ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'est pas vu. On connaît nos parcours.
on se reverra obligatoirement. Et ouais, c'est quelqu'un de très important. Prof d'histoire, on avait aussi un petit clin d'œil historique à vous faire avec Erwan Le Gall de l'association Culture Bretagne Diversité. Bretagne, culture, diversité. Voilà, vous l'avez fait dans le bon sens. Il faut être dans le bon ordre. Vous nous parlez ce matin du métron. Qu'est-ce que c'est? Le métron, je vois qu'il y a un connaisseur à côté. C'est une œuvre absolument titanesque. C'est un outil unique au monde. On appelle ça le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social. C'est plus de 216 000 notices biographiques de militants de 1789 à 1968. Il y a une autre période qui est en cours, 1968-1981, et on surnomme cet outil absolument génial le métron, du nom de son inventeur, Jean Métron, qui était un historien spécialiste de l'anarchie et des mouvements libertaires. Vous avez déjà entendu parler de métron? Oui, bien sûr. Ça serait dommage, bien sûr. Donc j'ai entendu parler. Et c'est extrêmement important, effectivement. C'est une œuvre colossale, qui est collective et qui donne aussi vie à des personnages dont on n'entendrait pas parler sinon. Justement, quels sont les objectifs de ce dictionnaire métron? Alors, les objectifs, ils sont deux. Juste pour résumer, c'est 7000 notices à peu près à l'échelle de la Bretagne. On peut les consulter via le portail Britannia, par exemple. Et c'est 120, j'ai regardé, c'est un petit peu plus de 120 notices pour Force ouvrière, ce qui est pas mal dans la mesure où il s'arrête en 1968 pour l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est le métron? C'est deux choses. C'est pour les militants, il y a bon nombre de militants qui rédigent des notices. C'est un lieu de mémoire qui permet d'entretenir la mémoire d'un patron de section ou d'une grève, d'un conflit. Et puis, pour nous, historiens, c'est un outil génial qui permet de faire... Allez, c'est un gros mot, on appelle ça de la prosopographie. C'est une méthode historique qui part d'un constat très simple. Un parcours biographique, tout seul, ça ne veut rien dire. Par contre, sur un corpus de 100, si vous avez 75 fois la même trajectoire, alors là, ça a du sens. C'est mettre en série des parcours de vie pour... Et justement, on retrouve une multitude de parcours de militants et militantes. Exactement, on retrouve des militantes, c'est quelque chose qu'il faut bien dire. Il y a des femmes dans le syndicalisme. Exactement, il y a des femmes avec des destins plus ou moins contrariés. On avait parlé il y a quelque temps de Louise Baudin. Louise Baudin, la bolchevique au bijou, elle est dans le métron. Et puis on a également une figure que j'aime beaucoup, qui est assez célèbre, mais paradoxalement assez méconnue, c'est Joséphine Penquelette, la célèbre sardinière de Douarnenez, qui a un destin contrarié, parce qu'elle est célèbre, mais en fait, elle a été beaucoup utilisée, et elle n'a pas été maîtresse de son destin. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers un podcast. L'Almanach, c'est produit par Bretagne Culture Diversité, c'est réalisé par Antoine Gouritin et c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes, celles avec des pommes, pas de pommes. Erwan, pour ce petit éclairage historique, vous y serez peut-être pour les générations futures dans ce métron, sait-on jamais. Venons-en à notre passe-temps, la BD Passion, qui vous est arrivée sur le tard. On vous propose maintenant de découvrir une autre BD, Belle Gueule. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Gueule d'or, pardon. J'avoue que non. Non. Alors, il y a tout ce que vous aimez dedans, l'engagement, des luttes syndicales et de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette BD Gueule d'or? Cette bande dessinée, elle raconte l'histoire de Jules Le Gall et Pogam, j'ai oublié son prénom. Mouvement ouvrier brestois au début du XXe siècle, les luttes ouvrières entre 1903 et 1907, avec des manifestations importantes. Deux militants syndicalistes révolutionnaires qui ont mené le mouvement très jeunes à l'époque, ils avaient 22-23 ans. Une histoire qui se solde, non je ne vais pas spoiler la fin, enfin bon les historiens connaissent peut-être. Vous la lirez peut-être, voilà. c'est le restif. Et la particularité de cette bande dessinée, Gueule d'or, c'est qu'elle a été réalisée, dessinée en tout cas par quelqu'un que Fabrice connaissait bien finalement. Donc c'est Christiane Foinon. Qui est un ami de lycée à moi en fait, et avec qui j'ai eu un parcours aussi dans nos jeunes années, qui est décédé en 1996 de maladie et qui avait pratiquement terminé cet ouvrage-là. Et avec son fils et ses amis, vous avez décidé... c'est ça. 25 ans plus tard, après son décès, rencontre avec son fils sur un parking de supermarché. Et puis, le projet de terminer la BD et de l'éditer est né comme ça, donc avec la création de l'association des amis de Christiane Foinon.
Donc j'ai le plaisir, écoute, c'est un C'est vrai témoignage vous d'amitié connaissez, posthume. vous de étiez déjà Christine. croisés lors de manifs dans les années 80. Et le fait de voir cette BD aujourd'hui, intéressante comme histoire. D'abord, oui, parce que je connaissais bien Christine, et que Ouais. ça a été une grande tristesse de le perdre. Mais ça voilà, c'est lui, c'est toute une histoire aussi. C'est nous, hein, c'est l'ensemble de ce mouvement ouvrier, de ce mouvement social, de femmes et d'hommes, tout à fait remarquable. Et Christine en faisait partie. Donc oui, ça me touche énormément. Ouais. Ça me touche énormément. Vous la lirez avec grand plaisir. Certainement. Je Si je peux rajouter un petit mot donc sur la BD a été finalisée en fait avec une graphiste qui s'appelle Marine Summer City, donc c'est important de la nommer. Oui, parce que vous avez restauré ces archives, enfin ces planches pour pouvoir Voilà, c'est ça. rééditer Ça a été cette BD. tous les ombrages, le nettoyage, etc. Et elle est en vente dans des librairies indépendantes. C'est l'association, enfin c'est en auto-édition. Hein. Et elle va être en vente très rapidement sur Rennes, puisqu'elle n'y était pas jusqu'à présent. Si je peux, je sais pas, on Allez-y, peut faire un il peu de reste quelques publicité, vous secondes. verrez bien. Donc au Pécari Amphibie. Voilà, on sait Voilà. tout. Allez, on quitte quelques instants le monde de la BD pour une petite escapade au vert. Evan qui est en compagnie ce matin des membres de l'association là-haut. Eh ben, on n'est pas encore descendu parce que mine de rien, on y est bien en haut des arbres. Qui l'eût cru? Enfin, en tout cas, moi, je n'y aurais pas cru, mais c'est vrai qu'on y est bien. Régis, tu nous parlais tout à l'heure des jeunes qui arrivent ici que tu fais grimper aux arbres. Ça doit faire un gros contraste avec ce qu'ils ont l'habitude de vivre parce que, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que tu peux me faire tourner? Ah, merci. Ils sont hyper connectés et dans la forêt, déjà, on ne capte pas et il n'y a pas de téléphone. C'est ça. Donc ça, c'est volontaire et c'est très intéressant de sortir des écrans, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur TikTok, etc., pour ne pas les nommer, on valorise des influenceurs, des personnes qui ne vont pas forcément dans le sens des enjeux actuels autour de l'écologie. Tu veux dire que le niveau intellectuel est un peu ras des pâquerettes? Je ne sais pas, mais moi je cherche, j'aimerais qu'on valorise plutôt des personnes qui réfléchissent, des formes d'engagement, des choses qui ont du sens en fait. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, ça fait du bien, ça leur fait du bien de retourner sur des valeurs fondamentales et en particulier liées à la nature. Et ça leur fait du bien et ils s'en rendent compte finalement après les stages qu'ils font ici. Tout à fait, c'est des retour aux fondamentaux quoi, tout à fait. Bon, retour à la terre ferme aussi, on descend. Voilà. Et en même temps qu'on descend, si on y Si arrive. tu y arrives. Si on y arrive, en douceur. Oui. Tu peux nous parler des classes perchées? C'est des classes que vous faites avec des élèves qui viennent faire des cours dans la forêt. Oui, c'est le caractère éducatif de la forêt, donc c'est pas essentiellement avec des groupes à caractère social. On fait aussi des classes perchées avec des collèges notamment. Et l'idée est d'apprendre dehors, donc avec le réseau éducation à l'environnement de Bretagne, par exemple, on défend le mouvement éduqué dehors. On peut très bien faire un cours de SVT en étant dans l'arbre, parler de la photosynthèse, de la respiration. On peut faire un cours de mathématiques, d'art plastique, croiser les savoirs. C'est une activité qui forcément est physique, donc on fait du sport. Donc l'intérêt d'être dehors et de croiser les savoirs. Et les profs, là on a travaillé avec le collège de Tinténiac en Ille-et-Vilaine, sont partie prenante. Et, Bon, bah, si vous connaissez des instituteurs ou des profs, n'hésitez pas à leur parler de l'association là-haut parce que c'est trop bien à faire. Vous formez aussi déjà nos BAFA. Ouais, l'idée c'est de transmettre en fait la pédagogie autour de la forêt, des arbres et de la grimpe d'arbres. Donc ouais, on forme des futurs animateurs à exploiter pédagogiquement la forêt pour réfléchir aussi au sens de l'animation et avec les enfants, ça marche très bien. Moi, j'ai l'impression que la forêt, c'est le meilleur outil de travail qui soit en fait. Voilà, nous c'est ce qu'on dit, on a un magnifique bureau, il fait 3000 hectares. Et voilà, on n'a pas de chaise et de table, mais on y est pas mal. Ouais. Bon, association là-haut, allez sur internet, le site est très bien fait. Vous verrez tout ce qu'ils font et n'hésitez pas à vous inscrire pour des stages, mais avant tout à profiter de la forêt. Allez, bonne journée. Au revoir. On va peut-être remonter. Non. Merci beaucoup Evan, à demain. Alors tout à l'heure on parlait de la famille Foinon, Fabrice Le Restif. Si on revient à votre propre engagement, est-ce que ça a été facile pour vos parents de vous voir emprunter cette voie syndicale ? Il n'y a pas eu de difficulté majeure. Mon père devait, même si on en a peu discuté, sauf plutôt sur la fin, de son engagement, mais lui-même s'est retrouvé en régiment disciplinaire, les Spahis en Algérie. Je
suppose qu'il avait dû commettre quelques manifestations ou quelques actions aussi. Donc ce côté-là, on le partageait. Et puis, ma maman était institutrice et je crois qu'elle partageait les valeurs républicaines. Et mon père savait aussi ce qu'il devait à l'école de la République, c'est toujours ce que j'ai dit. Il avait été élevé à la campagne, à Gonnet, pas bien loin. Il allait en sabot, mais c'était ça l'idée. On allait à l'école, on savait pourquoi on y allait. Et il avait été repéré par un instituteur qui lui a permis, après d'avoir des bourses et de faire un petit peu d'études. Et c'était extrêmement important, lui qui était le fils d'une fille-mère, comme on disait à l'époque. C'était très compliqué. Hein. Ça vient un peu de cet engagement? Cet engagement, oui, tout à fait. De ma grand-mère, ouvrière aussi, et tout ça. D'autres formes d'engagement. Il n'y a pas qu'une seule forme d'engagement. Hein. Moi, j'ai choisi cette forme d'engagement-là. Il y en a d'autres aussi, tout à fait respectables. Et vous avez 2 enfants. Quel regard ils portent sur cet engagement, justement? Ça serait effectivement à eux. Je peux même dire, j'ai 3 enfants. D'accord. Émilie, que j'ai élevée, et puis Manon et Samuel. Bah, écoutez, je pense qu'à un moment, ils ont dû considérer, ma fille est militante, qu'ils ont dû considérer que ça leur prenait un peu leur papa, hein, c'est certain. Voilà, c'est une réalité. Je le mesure aussi, j'ai toujours essayé d'être proche, mais voilà, c'est chronophage, ainsi de suite. Mais je ressens quand même chez eux, toujours, d'abord on est très proches, hein, ça ne nous a pas éloignés. Deuxièmement, même parfois avec un peu d'ironie, je pense qu'il faut être mis en cause, y compris par ses enfants. Hein. On n'est pas le maître, entre guillemets, qui, voilà, on n'assène rien. Ils ont leur propre parcours, leur propre liberté, leur propre engagement, leur propre façon de voir. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est, au bout du bout, c'est l'amour qu'on se porte tous. Et puis, voilà. Et vous le disiez aussi, cette activité syndicale, elle est aussi très chronophage. Il n'y a jamais de répit, en fait, quand on est syndicaliste. En tout cas, c'est compliqué, en tout cas pour des gens très engagés, voilà, comme bien d'autres. Hein, mais il y a des gens qui sont engagés dans plein de choses et qui ont... auquel on doit beaucoup de respect aussi, je crois. Et voilà, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas le vendredi soir en disant ça y est. Il peut y avoir des camarades qui nous appellent parce qu'ils sont en difficulté, puis on se pose des questions, a-t-on bien fait ça? Et ça, c'est pas... Voilà. Bon. En permanence, on se pose des questions sur soi, sur son engagement, sur l'utilité, l'efficacité. Il faut toujours se poser ces questions-là. Et justement, dans les coups durs, comment on se dit, bon, bah, il faut continuer à y aller parce que finalement, il y a quand même beaucoup de coups durs. Comment on fait pour tenir? Comment on se ressource? Alors, je peux vous confirmer qu'il y a de plus en plus de coups durs, oui. Et ça, c'est certain. Des menaces, des pressions, des choses parfois pas faciles à vivre. Ben, on se ressource, on l'a dit tout à l'heure, par les aspects personnels, sur lesquels je reste toujours, bien sûr, très discret, mais aussi avec la camaraderie et l'amitié. Jacques en fait partie, bien évidemment. On se soutient les uns les autres. Et puis, on voit aussi arriver derrière les jeunes, les femmes, les jeunes, c'est ce que je disais, qui ont la pêche. Et je pense que nous, on la garde aussi grâce à ça. Et puis le jour où on l'aura moins, on laissera notre place. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez appris fondamentalement tout au long de ces années de syndicalisme? Je vais commencer par Jacques et puis je vous laisserai finir. Qu'est-ce qu'on apprend rapidement? On apprend que la dignité humaine se défend partout et tout le temps. Et on a une présence amie. Albert Camus en fait partie, Jean Guéhenno, Fernand Pelloutier, Émile Pouget. On va laisser le dernier mot à Fabrice Le Restif. Qu'est-ce qu'on apprend tout au long de ces années? À ne jamais supporter l'insupportable, à ne jamais se résigner, à se battre parce que la vie, c'est la lutte. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Le Restif d'avoir participé à notre émission. Merci Erwan, Hervé, merci Jacques d'avoir été avec nous. Alors c'est une petite tradition dans notre émission, on prend la petite photo parce que vous disiez tout à l'heure, avant qu'on commence cette émission, il n'y a pas beaucoup de gens formidables, mais nous on considère que vous êtes formidables, donc on va immortaliser ce petit moment par une petite photo. Merci à ceux qui nous regardent tous les matins sur France 3 Bretagne. On se dit à demain. Vous êtes prêts pour la photo? C'est pas la première que vous faites. Vous avez l'habitude. C'est parti. Est-ce qu'on sourit quand on est syndicaliste? On essaye. On essaye? Bah je veux bien alors. Alors. Si j'y arrive, parce que j'ai du mal parfois avec l'appareil. Voilà. I never seen anybody do the things you do before.